Bonjour, mon nom est Robert Siby, je suis très content, très honoré d'être ici avec Annie Lacroix-Ry, une historienne qui sait beaucoup de choses, qui a publié beaucoup de livres. On aura une liste des livres en bas dans la description de cette émission, et qui fait en fait une recherche dont je suis persuadé qu'elle est d'une importance considérable pour la vie d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je crois qu'on a bien de choses à aborder. Surtout, évidemment, vous avez beaucoup travaillé sur le rapport entre l'Europe et les États-Unis, qui est compliqué dans la mesure où c'est ce qu'on dit n'est pas tout ce qu'on est, c'est ce qu'on voit quand on voit dans les documents. Et peut-être que je veux commencer par vous demander quelle a été la plus grande surprise durant vos recherches sur cette thématique transatlantique? Alors, je dois dire que je suis allée de surprise en surprise. C'est-à-dire que j'avais déposé, il y a très longtemps, un sujet de thèse d'État avec un professeur pour lequel j'avais une immense estime, qui est Pierre Villard, un très 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 grand historien, un historien marxiste qui fait autorité, qui est spécialiste de l'Espagne, qui fait autorité encore aujourd'hui en Amérique latine, beaucoup moins, je dirais, dans dans les pays occidentaux où sa méthode d'histoire totale a moins séduit. Et je devais travailler à l'origine, et j'ai travaillé sur le syndicalisme cégétiste face à la reconstruction de la France, donc après la libération de la France, après l'été 1944. Et puis, je me suis tout de suite aperçu que je ne pouvais pas traiter cette question intérieure sans faire appel aux liens extérieurs de la France, et en particulier aux relations avec les États-Unis. Alors bon, cette recherche a pris une dizaine d'années. J'ai soutenu assez vite d'ailleurs, mais entre-temps, mon professeur partant pour la retraite, et la tradition des thèses d'État étant des thèses quasiment interminables, il m'avait vivement conseillé de changer de directeur de thèse parce qu'il pensait évidemment que quand je finirais ma thèse, voilà, ce serait trop tard pour qu'il puisse seulement jeter un regard dessus. Et puis je change de professeur, et mon professeur, qui était un ancien marxiste éminent d'ailleurs, un honnête homme, parce que nous avions cessé d'être en accord, voulait, était parti finalement d'une approche assez enfin de ce qu'on pourrait appeler l'approche occidentale, c'est-à-dire qui s'est développée chez nous depuis l'après-guerre, c'est-à-dire que la reconstruction s'était faite grâce aux États-Unis, dans une situation d'aide. Et puis évidemment, moi, quand j'ai commencé avec ce professeur, j'avais déjà fait 6 ans de recherche. Et il voulait me faire démontrer, vous savez, quelquefois les professeurs prétendent dicter à leurs étudiants une problématique, il voulait me faire démontrer qu'un petit peu de dépendance avait été la condition de l'indépendance de la France. Et j'avais dit à Jean Bouvier, puisque c'était Jean Bouvier, spécialiste d'histoire économique et notamment de l'histoire du Crédit Lyonnais, une des grandes banques françaises, j'avais dit à mon directeur de thèse, écoutez, je suis très embarrassé parce que ça fait 6 ans que je travaille, ça n'est pas du tout la problématique qui se dégage. La France n'est pas partie pour conquérir son indépendance, elle entre dans un processus de dépendance très durable. Alors ça a duré jusqu'aux années 1980. Et puis, il faut dire que ça m'a mise tout de suite dans une situation de décalage par rapport à ce qu'on pourrait appeler, à ce que j'appelle l'historiographie dominante. On était au début des années 1980, la France était devenue un pays très atlantique, pour des raisons évidemment que je m'explique mieux
qu'il y a 40 ans, parce que j'ai ensuite fait beaucoup de recherches complémentaires. Et par conséquent, bien entendu, moi je me suis trouvé en porte-à-faux à l'égard de mon directeur de thèse, qui était tout de même un honnête homme et qui a accepté que je soutienne ma thèse de dépendance à l'égard des États-Unis, alors même qu'il était en désaccord. Ce serait impossible aujourd'hui. Hein. Dans la configuration universitaire d'aujourd'hui, ce serait absolument impossible. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec son directeur de thèse, on est prêt à démontrer la problématique de son directeur de thèse, ou on change de sujet, ou on renonce à la recherche. C'est ce qui est, alors, je dirais, à l'image de ce qu'est le monde universitaire occidental aujourd'hui. Ça me surprend parce que la science, ça doit être les débats, moi, ce que j'en ai pensé. Comment est-ce que vous pouvez dire cela aussi sûrement? Alors, j'ai soutenu en 1981, on était dans une conjoncture qui basculait, je dirais, vers ce que j'appelle l'historiographie occidentale. En fait, l'historiographie américano-européenne, c'est-à-dire cette espèce d'image d'une harmonie occidentale, d'une confusion même totale des intérêts. Et puis évidemment, moi, j'avais été formé, j'ai fait mes études dans la deuxième moitié des années 1960, j'ai passé le concours d'agrégation en 1970. J'ai été, je dirais, j'ai eu la chance de faire mes études dans une période qui était encore marquée par les avancées conceptuelles ou la liberté qui avait été gagnée par les universitaires à la faveur de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le mouvement démocratique, disons même le marxisme, avait eu droit de citer, qu'on avait pris l'habitude d'une certaine liberté de ton et d'une capacité critique, de débat précisément. Dans les années 60-70, il y a eu en France beaucoup d'historiens de l'impérialisme, au sens strict du terme d'avant 1914, qui a adopté Lénine, mais sur lequel étaient à peu près d'accord, je dirais, tous les économistes, hein, c'est-à-dire cette phase impérialiste, avec ses caractéristiques propres, avec sa conquête coloniale. Donc on avait, à l'époque, on avait une historiographie qui comptait d'ailleurs beaucoup dans l'historiographie mondiale. Et on avait des professeurs qui nous disaient, moi je bénis mes professeurs depuis le secondaire, parce que j'ai eu la chance de rencontrer, surtout à la fin du cycle du lycée, à la fin du gymnasium, un professeur d'histoire exceptionnel, hein, qui d'ailleurs m'a rendue historienne. Et donc l'idée c'était que on accumulait le plus possible de connaissances factuelles, d'érudition, et que à la fois on faisait de l'histoire avec du matériau brut, avec les archives qui, quand on abordait des sujets généraux, ce qu'on appellera la grande histoire, étaient évidemment des matériaux étatiques, des matériaux économiques, etc. On accumulait tout ça, évidemment. Ces matériaux n'étaient pas destinés à la publication. Donc le premier choc que vous rencontrez quand vous faites de l'histoire comme ça, c'est évidemment non seulement la discordance, mais la contradiction qui existe entre ce que vous lisez tous les jours dans la presse, dans la grande presse, ce qui se confond de fait avec de la propagande,